Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Alors ce podcast il était prévu en direct mais les problèmes techniques nous ont contraints à renoncer. Pour cette fois, on ne baissera pas les bras et on va trouver une solution pour vous proposer un Chasse Patate en direct. On persévère et puis on va continuer à être en Chasse Patate bien évidemment. Dans ce podcast, donc, on va revenir sur la première semaine du Giro, les 10 premières étapes, puisque ce Tour d'Italie a décidé de placer les 2 journées de repos un mardi. Pour parler de cette première semaine du Tour d'Italie, j'accueille 3 de nos chroniqueurs du groupe Eto. Anselme pour commencer. Salut Anselme. Bonsoir tout le monde, et puis désolé de ne pas pouvoir être en live ce soir. En tout cas, on va faire dans les conditions du direct. Alors Anselme, on va quand même rappeler que dans le podcast précédent, tu avais misé sur Mikel Landa. Mikel Landa, on verra si on a le temps d'en parler, mais qui a chuté et qui a abandonné. Mais donc on ne peut pas dire que mon prono était faux, puisqu'on ne saura jamais ce que ça aurait été avec lui. Donc, En tout cas, il n'est pas exact. Il ne peut pas être vrai. Il n'est pas faux. On va rester là-dessus. Et on est également avec notre Monsieur Stat, Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut et bonsoir à tous. Et juste un petit rappel que notre hôte pour Chasse Patate a comme pseudo sur le forum AG2R. Est-ce la raison des problèmes techniques de ce soir ? Je dirais plutôt qu'on s'accorde avec la réalisation et les GPS italiens. Ça me semble plus approprié. Et on termine avec Brice qui est de retour sur Chasse Patate. Salut Brice. Bonsoir à tous, pas de live mais voilà, pas de playback non plus, on est bien là en chair et en os pour ce podcast, ravi de vous retrouver en tout cas. Ah ça c'est sûr, pas de playback, vaudrait mieux qu'on évite, hein, en effet. Donc dans ce podcast, on va donc revenir bien évidemment sur la première semaine, mais si je vous dis ça, j'ai pas dit grand chose. On va regarder les coureurs ceux qui se sont mis en évidence pour le classement général, et notamment 2 en particulier qui occupent les 2 premières places, Egan Bernal et Remco Evenepoel. On regardera un petit peu du côté des sprinters avec notamment Caleb Ewan. Un point sur les baroudeurs qui se sont imposés à 3 reprises pour l'instant cette semaine. Et enfin, on terminera avec petite projection sur la deuxième semaine. La dernière semaine, c'est pas encore de suite. Deuxième semaine qui se terminera avec une très très belle étape en prévision vers Cortina d'Ampezzo. Et bien voilà, à présent, vous savez tout. Attention, les Chasse Patate. C'est parti. Alors messieurs, pour commencer, avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, petit mot rapide. Cette première semaine du Giro, comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Surprenante et agréable. Surprenante, qu'est-ce qui t'a surpris particulièrement, Anselme ? Le nombre d'échappées allait au bout. Déjà, on a eu pas mal de surprises. Rapidement avec Taco Van der Horn. Van der Horn, je suis pas sûr de la prononciation. C'est un Van der R. Horn. C'est un Rapidement, R. Voilà. on a eu un Le Valter. R, on doit le rouler normalement. Ouais, mais je sais pas rouler les R. On a le spécialiste de la prononciation des noms flamands, néerlandophones. On a eu Valter en rose. Walter. Bon sang. Allez, Walter qui a bien tenu, qui a fait plus que ce qu'on pensait de lui, qui est toujours d'ailleurs dans le top 5 au général. Si je dis pas de... Tout à fait. Non. Si, c'est bien ça. Et donc, et puis on a des coureurs mieux que ce que l'on pensait, d'autres qui sont en retrait et d'autres qui sont plus là, comme notre cher Mikel Landa. Mais et puis au sprint, petit Merlier, on l'attendait pas à ce niveau-là, et One plus, effectivement. Et puis bon, Sagan gagne son étape. C'est
pas vraiment une surprise, mais c'est une satisfaction, on va dire, pour le Slovaque. Bon, on va rentrer dans tout ce que tu as un petit peu évoqué, Anselme. Il y a pas mal de choses en effet. Geoffrey, outre les remarques sur les prononciations de Taco van der Horn et Attila Walter, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette première semaine dans sa globalité? Moi, je suis pas spécialement surpris qu'il y ait eu beaucoup de victoires en échappée, parce que si on regarde le tracé du Giro dans l'ensemble, c'est presque plus un tracé Vueltaesque, on va dire, que propre à un Giro. Donc des finales avec une montée plus ou moins longue, avec plus ou moins de pente, où les favoris au général se jouent la gagne. Une fois de temps en temps un sprinter, et le reste pour des échappées. Donc le tout avec 15 coureurs qui se tiennent en 2 minutes au classement général. Ça fait plus une Vuelta qu'un Giro. Mais vu le parcours, j'aurais pas qualifié cette première semaine de surprenante. Et Brice, pour terminer ce tour de table introductif de ton côté? Les compagnons d'échappée ont vraiment pas mal dégrossi cette première question, mais s'il y avait un mot à retenir, moi je dirais plaisant. Je prends beaucoup de plaisir à suivre. Il y a une petite histoire à raconter, effectivement, notamment la Groupama FDJ, le classement en tête, le haut du classement qui se dessine peu à peu. On a eu une journée un petit peu sous la pluie, on a eu des beaux sprints, des étapes où il y a des choses à raconter. Donc vraiment une très bonne première dizaine d'étapes sur ce Giro 2021. Très bien, très bien. Alors à présent, on va passer au point classement général, qui est avec Egan Bernal qui est donc en tête avec 14 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et 22 secondes sur Alexander Vlasov. Je ne vais pas vous faire tout le top 10 parce que sinon on en a pour un petit moment, mais si vous écoutez le podcast, si vous le regardez sur YouTube, vous avez le top 10 qui s'affiche à l'écran, je précise. Alors, commençons par Egan Bernal qui a pris la tête du Giro dimanche en remportant sa première victoire d'étape sur un grand tour. C'était à Campo Felice, une montée pour vététiste, on va dire, ce qui lui convenait assez bien. Egan Bernal, est-ce qu'on a retrouvé véritablement le grand Egan Bernal que l'on n'avait pas trop eu l'occasion de voir en 2020 à cause de son mal de dos? Je sais pas si c'est le grand Egan Bernal, parce que le grand Egan Bernal, il part beaucoup plus tôt et distance tous ses adversaires tranquillement. J'exagère un peu, mais on a retrouvé un Bernal avec une forme et des jambes qui peuvent laisser penser que le Giro est à sa portée. C'est sûr. Cette première semaine pouvait se prêter à des attaques de loin? Non. Le parcours s'y prêtait pas. Donc fallait pas s'attendre à voir des favoris attaquer de loin. On avait des étapes où les favoris pouvaient briller dans le final, sinon le reste c'était pour des baroudeurs. Après, on a eu des belles étapes de baroudeurs. On a eu des attaques de loin de favoris, hein. Ciccone, Bardet, ils sont partis de loin. Enfin, à ce compte-là, Bernal aussi, il est parti de loin dans l'étape où il se retrouve dans l'échappée de 40 au kilomètre 0. Bon, il l'a pas fait exprès, il voulait juste être placé pour éviter d'être lâché, mais il s'est retrouvé. Oui, mais Bardet, c'était une vraie attaque, et puis il a roulé derrière. La Bernal, il a suivi le mouvement. Il y en a un qui a repéré qui connaissait le parcours de l'étape et pas l'autre. Ça peut jouer. Cela dit, sur le profil, c'est vrai qu'on dirait que ça descend. Sa défense. Mais ça ne descendait pas totalement jusqu'au bout. Il y avait une partie où il fallait pédaler. Et on s'en est rendu compte sur les images. Brice, de ton côté, comment est-ce que tu le trouves, Egan Bernal, pour le moment? C'est très compliqué de se prononcer, de statuer sur les états de forme de chacun. Alors, il est vrai que si on s'arrête, si on fait référence à Egan Bernal sur le Tour de France dernier, évidemment, on a plaisir à le retrouver plus fringant, avec une équipe qui assume la course. Après, de dire est-ce qu'on a retrouvé un grand Egan Bernal, moi je rejoins mes compagnons. On n'a pas eu de hautes envolées en haute montagne. C'est des décisions qui se sont faites
au train, des secondes qui ont été grappillées sur les derniers hectomètres à chaque fois. Voilà, ce qu'on peut relever, c'est que son équipe est présente, elle assume le poids de la course, que Bernal jusque-là joue tactiquement très bien placé, bien emmené. On le voit très souvent et la différence est souvent flagrante et prête à rire quand il se trouve derrière Filippo Ganna. Deux profils, deux gabarits qui n'ont rien à voir, donc il est très à l'abri dans la roue de Filippo Ganna, l'Italien. Voilà, pour le moment, c'est un sans faute. Tout se déroule sans encombre pour l'équipe Ineos. Pour Egan Bernal, hormis le petit pépin, c'est évidemment l'abandon de Pavel Sivakov qui aurait dû être un très bon élément en montagne pour le Colombien. Mais jusque-là, sans dire qu'on voit du très grand Egan Bernal en haute montagne, on le verra plus tard, c'est 10 premières étapes plutôt très bien maîtrisées. Et en cela, on peut dire que c'est déjà synonyme de grande fraîcheur et d'une très bonne préparation. Alors sur Egan Bernal, sur ce qu'on a pu voir sur cette première semaine, est-ce qu'on peut dire au moment de cette première journée de repos que maintenant c'est Egan Bernal le grand favori de ce Giro? Pour moi, il était déjà le favori au départ. J'étais pas là la semaine dernière pour le premier podcast, mais je l'aurais mis d'une part pour le collectif Ineos qui s'est gagné des grands tours avec un Filippo Ganna pour tracter le peloton et protéger Bernal. Je veux dire, Ganna, il pourrait se couper en deux, il protégerait encore Bernal du vent tellement il y a une différence de gabarit. Et Bernal, c'est bon quoi, le mal de dos, on sait qu'il est passé, on a vu ses Strade Bianche et son Tirreno Adriatico, surtout les Strade Bianche, c'est bon quoi, il allait mieux. Il y a toujours le souci d'une grosse répétition d'efforts et du risque que des soucis reviennent avec l'accumulation des étapes, mais en tout cas pour le moment il n'y a pas spécialement de quoi être inquiet. D'autant plus que les premiers concurrents qui est derrière lui au classement général, Walter, Vlasov, Ciccone, Evenepoel, c'est pas des coureurs qui ont déjà joué la gagne sur 3 semaines, contrairement à Bernal. Les coureurs qui ont déjà joué la gagne sur 3 semaines sur un grand tour sont déjà à une petite minute. Il n'y avait pas moyen spécialement de récupérer beaucoup plus, donc Egan Bernal est très bien parti. Tout à fait, voilà, si on regarde les coureurs qui ont été bien placés sur un grand tour jusqu'à présent, il faut descendre jusqu'à Simon Yates, qui est actuellement 9e à 56 secondes. Il y a Hugh Carty également à 45 secondes. C'était que la Vuelta. Si c'était une Vuelta spéciale. Mais... Bon, je vois que vous êtes tous les deux d'accord pour dire que la Vuelta est un petit peu à part. Ah non, pas la Vuelta. La Vuelta à 18 étapes, attention. Attention. S'il vous plaît. Après, Mathieu, comment sur un podcast de pré-show, de lancement du Giro, comment aucun intervenant peut placer Egan Bernal dans un potentiel favori ou au pire comme outsider? Ça, c'est quand même assez... On en a parlé. Ça, après, il faut poser la question faut poser la question à Anselme, Alex et Hugo. Hein. Je rappellerai qu'ils avaient choisi Mikel Landa, Alexander Vlasov et Simon Yates. Non, mais Mikel Landa qui sont très forts. C'est quand même osé et oublier un peu le talent qui peut être et que le talent qu'est ce coureur, tout simplement. Enfin, je suis désolé, mais Bernal était très en retrait sur la saison passée. C'est comme si aujourd'hui, Aru prenait le maillot jaune et on disait personne n'a cité Aru alors qu'il était très bon avant. Alors qu'il sort 3 saisons catastrophiques. Non, Fabio Aru jamais va récupérer le maillot jaune. Fabio Aru égrène quand même des années de misère et de galère. Il est même transféré. Bernal, ça fait 1 an et demi que c'est compliqué. Et en face, t'as des mecs qui sont au top de leur forme et tout. Donc, évidemment, Bernal, c'est son approche de Tour de France sans être extraordinaire l'année dernière. Il joue quand même avec les Primož Roglič, etc. Il a jamais vraiment joué avec eux. Il était rapidement en difficulté. L'année dernière, il ne les dominait pas. Mais il était dans la cour avec Primož Roglič, entre guillemets. On se rappelle, Tour de l'Ain, des choses comme ça. On ne peut pas dire que Bernal, qui reprend un statut de favori sur un grand tour, c'est une énorme surprise.
Geoffrey ? On peut pas aussi faire de grands enseignements de l'année dernière où il y avait un calendrier qui avait été énormément remodelé, Ineos qui a remodifié toutes ses équipes à cause de pépins de santé sur les grands tours presque au dernier moment. Si on se fixe sur cette saison, on voit ce qu'il a fait sur les premières courses. Le classement général de Tirreno Adriatico, Bernal termine devant beaucoup de grands noms. Ouais, mais il est derrière Landa, par exemple. Il est derrière Landa, derrière un Van Aert. Oui, enfin, il est 4 de montagne. Il est 4 secondes derrière Landa. Non, il est plus que ça. Oui, mais il finit à 3 minutes d'un Wout Van Aert qui n'est pas un grimpeur, alors qu'une étape de montagne. Enfin, je suis désolé, il n'y avait rien qui disait « Oh, on a retrouvé le Bernal qui va dominer tout le monde ». Enfin, ça n'a... En arrivant sur ce Giro, il n'y a rien qui dit que Bernal, c'est le grandissime favori. Il y a pléthore de mecs qui, quand ils sont très en forme, sont hyper costauds. Et Bernal n'avait rien montré qui laissait supposer, hormis on va dire ses stratégies Bianchi où il a été très bon, mais sinon, hormis ça, rien ne disait que Bernal allait tout casser. Donc dire que le pas le prendre, c'était un peu incroyable, tout ça. Enfin, effectivement, Anselme, il n'était pas 3 secondes derrière Mikel Landa, il était 16 secondes derrière Mikel Landa. Ça change absolument tout. Il y a des grands tours qui sont joués pour moins que ça, j'ai envie de te dire, mais c'est toi, monsieur Stat. La précision est importante, en effet. Alors bon, si je devais faire une synthèse entre vous trois, messieurs, on a d'un côté Anselme, qui a été, on va dire, rassuré du niveau d'Egan Bernal sur cette première semaine, et Brice et Geoffrey, qui, pour vous deux, le niveau d'Egan Bernal était conforme à vos attentes. Pour moi, très clairement, très clairement. Et après, Anselme, si je peux me permettre, j'ai l'impression que quand tu évoquais le passé d'Egan Bernal, son mal de dos, etc., j'ai l'impression que tu nous parlais de Thibaut Pinot, tellement il avait l'air en difficulté. T'exagères un peu, mais c'est juste que ce qu'il avait montré sur son Tour de France victorieux vs ce qu'il a montré depuis, il y avait quand même un écart qui pouvait laisser dubitatif. Donc voilà, mais cela dit, à l'heure actuelle, pour moi, Bernal, il sera sur le podium à l'arrivée, sauf coup du sort. Les coups du sort sur le Giro, on en a vu beaucoup aussi. Ah bah oui, déjà l'étape de mercredi, là, demain, selon quand sortira le podcast et tout ça, pour moi, c'est à partir de demain, on va savoir vraiment qui peut, pas forcément dans la forme, mais rapport qui peut sortir sur un coup, une crevaison, un truc comme ça. On peut pas gagner le Giro, mais on peut le perdre, comme dirait un commentateur. Bon en tout cas, du coup, si on exclut les coups du sort, on peut exclure pas mal de choses, et notamment ce qui est arrivé à Mikel Landa. Je vois où tu veux en venir, Anselme, tout à fait. À présent, après Egan Bernal, passons à son dauphin actuel au classement général, Remco Evenepoel, qui est à 14 secondes seulement d'Egan Bernal après ses 10 premiers jours de course. Alors, Remco Evenepoel, pour le coup, les avis étaient encore plus indécis sur le podcast de présentation du Giro qu'il ne l'avait été pour Egan Bernal. Remco Evenepoel, on le rappelle, qui n'avait plus couru depuis le Tour de Lombardie l'année dernière et sa grave chute. Est-ce que ce que l'on a vu sur cette première semaine de course, ça, d'une certaine manière, ça rassure un peu, ça montre de quoi est capable véritablement Remco Evenepoel, ou pas totalement? Ça rassure parce qu'il a retrouvé sa forme physique. Maintenant, on a passé une semaine et on sait que Remco Evenepoel, il est très bon dans les courses par étapes d'une semaine. Sur un grand tour qui fait 3 semaines, on ne sait pas. On présuppose beaucoup de choses. On lui fixe pas non plus de limite vu toutes les barrières qu'il a déjà fait sauter depuis 2 ans. Mais on reste dans un inconnu sur comment vont se passer les 2 semaines à venir. Pour le moment, il est dans le coup pour la gagne. Est-ce qu'il sera encore dans le coup pour la gagne dans l'étape d'Estrade Bianche? Probablement. Aux Oncolan, a priori aussi. L'étape de Cortina d'Ampezzo avec la descente du Geo dans le final va déjà être un peu particulier pour lui avec ce final-là. Mais je veux dire, où est-ce qu'il va craquer? Est-ce qu'il va craquer? Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? On ne sait pas, mais comme il n'a jamais fait de grand tour, de fait, on ne peut pas spécialement imaginer.
au contraire, plutôt, on peut que imaginer, puisqu'on n'a aucune certitude là-dessus. On entre un peu dans la période d'incertitude concernant Remco Evenepoel, c'est ça? Bah, c'est ça, et en même temps, c'est pas ça, parce qu'à chaque fois, on se dit, bah ouais, mais ça, c'est un truc qu'il a encore jamais fait, et au final, il gagne quand même, donc Il est capable de tout. bah, c'est ça. Après, d'habitude, on dit ça, il arrive en forme avec des courses. Là, il arrive sans avoir couru, sans rien, ou en début de saison, il était loin de son niveau. Donc là, on est plus que dans le flou, on est dans un... J'ai envie de dire, c'est un peu du jamais vu, même. Disons que pour un coureur qui bouscule les codes, ça reste Bon, conforme à ce qu'il a l'habitude ce qu'il a eu l'habitude un petit peu de nous montrer. L'année dernière, à chaque fois, il était en reprise et il gagnait, quoi. Je sais plus les 2 courses par étape qu'il avait gagné en février, il reprend en août, il regagne tout de suite. Il a gagné l'Algarve et San Juan. Juan. Donc, Voilà, donc il les avait gagnés tout de suite. À la reprise, il avait gagné Burgos et la Pologne. Je pense pas qu'il avait fait de course avant. Oui, mais c'était le cas quasiment des mecs avec lui. Ce que je veux dire, c'est que c'est des courses de début de saison, c'est des courses post-confinement. Là, on arrive sur une course où les autres gars ont déjà couru en début de saison, sont préparés et ont déjà du rythme. Là où lui arrive complètement comme ça. L'année d'avant, il gagne la classification de Sébastien, il est champion d'Europe du chrono. Les mecs sortaient du Tour, ils étaient en meilleure forme que lui. Je sais quoi, il avait fait le championnat de Belgique. Est-ce qu'il avait fait une seule course après? Ah si, l'Adriatica Race. Mais enfin, voilà quoi, il fait une course par étape de 3 jours. Il rivalise avec ceux qui sortent du Tour et qui sont censés être en pleine forme et au pic de leur saison. Donc, il a déjà montré qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'épreuves pour être performant. Ouais, mais c'est différent quand même sur un chrono qui est de base sa spécialité, et là sur un grand tour où sur une semaine il est au niveau des meilleurs, et comme ça dès le premier jour sans montrer signe de faiblesse. Même si sur la dernière étape que gagne Bernal, la 9e, il y a un moment où on se sent plus en difficulté avant qu'il se rattrape. Bah, c'est pas vraiment une difficulté, il a eu un souci de placement dans le tunnel, il y a eu des coureurs qui se sont accrochés, il a perdu des places là-dessus, vu comment il remonte tout le monde sur la fin. Et il remonte sur la toute fin, il remonte tout le monde, mais au moment où ça accélère, il est quand même assez loin. On est quand même, s'il avait été si bon que ça, si fort que ça, il aurait dû être replacé plus tôt. Il était mal placé. Je crois avoir lu qu'il avait été gêné par des coureurs qui s'étaient touchés dans le tunnel et que c'est à la sortie du tunnel qu'il était très loin. Et le temps pour se replacer, Bernal avait déjà démarré. Et forcément, il ne peut pas réagir à une attaque s'il est 20 mètres et 30 coureurs derrière. Brice, de ton côté, est-ce que tu as trouvé Remco Evenepoel surprenant sur cette première semaine du Giro? Toujours un petit peu mitigé à l'évocation de Remco Evenepoel parce qu'il cristallise l'ensemble des fantasmes des suiveurs du cyclisme. Et moi, j'ai toujours un petit peu de mal à partir dans les extrêmes en faisant des suppositions, en faisant des projections. Il n'y a pas véritablement de base, il n'y a pas véritablement de passif. Donc on peut raconter un petit peu l'histoire qu'on veut. J'aime pas trop, moi, je veux pas trop rentrer dans ce jeu de tout ce qu'il est capable de faire. On sait ce qu'il a déjà fait. Après, sur un format grand tour, sur un format leader, sur un format étape piégeuse comme celle qui va se rapprocher des Strade Bianche, sur des hautes altitudes, des répétitions, l'accumulation de la fatigue, la pression, voilà, tant de facteurs, aussi la concentration, les histoires de placement, de toujours être bien épaulé. Bon, il a quand même une équipe qui est là pour ça. Voilà, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que déjà mettre Remco Evenepoel comme un possible leader, possible vainqueur du Giro, voilà, toutes ces choses-là, dire que là, il nous a rassurés ou au contraire inquiétés. Une chose est sûre, c'est que sur ces 10 premières étapes, il a été très costaud, très solide, déjà par rapport à l'ensemble du travail qu'il a fait pour revenir en forme et revenir coureur professionnel performant. Déjà un énorme bravo, c'est déjà juste colossal. Donc déjà, sachons apprécier ça. C'est un travail de titan, donc vraiment, ne serait-ce que pour ça, un immense bravo et félicitations. Après, pour tout ce qui est du reste, c'est pas pour jouer un peu la fine bouche ou être un petit peu le relou de service, mais
voilà, attendons de voir, sachons profiter de ses forces. Tu peut-être tempères de un ses petit peu les faiblesses, ardeurs, on va mais- dire. Ouais, beaucoup. On est de plus en plus dedans, c'est-à-dire qu'on prend. Alors, je ne veux pas rentrer dans le cliché, la culture d'instant, parce que c'est pas du tout ça, mais voilà, ça a été un crack sur l'année dernière, il nous a tous bluffés, et donc tout de suite, on le met sur un piédestal, on fait des projections sur des choses qu'il nous a jamais montrées. Donc, je préfère jouer le côté un petit peu, comme tu dis, tempéré, en étant surpris, peut-être par la suite, en étant moins surpris, on verra, mais en appréciant ce qu'il est capable de nous délivrer. Et ensuite, après un Giro, on pourra peut-être avoir un peu plus de certitude sur ses capacités, ses axes de progression, ce qu'il est capable de nous délivrer à son jeune âge, la marge qu'il a un petit peu à combler pour atteindre d'autres objectifs. Donc voilà, il a les prémices d'un cours, en tous les cas, il montre les bonnes aptitudes pour remporter un grand tour. Laissons le temps et en vrai, kiffons un petit peu ce qu'il a à nous offrir sur ce Giro étape après étape. Il peut aller gagner le général pour toi? Alors moi, j'y crois pas du tout. J'y ai jamais cru d'ailleurs. Force est de constater que sa perte de poids, tout le travail qu'il a fait, se dirige un petit peu dans cet objectif-là, de gagner ou en tout cas performer sur des épreuves de 3 semaines. Moi, j'ai pas une grande conviction sur ce Giro-là. Par contre, je reste très ouvert à l'idée qu'il nous épate, qu'il nous montre des très belles choses, qu'il nous montre un tempérament offensif, un tempérament très mature. De là à les gagner, il a 10, 12 ou 15 ans de carrière devant lui. Donc, si c'est pas en 2021, c'est pas très grave. Anselme, je ferai... Le tempérament mature, fait quand même un peu. Enfin, c'est pas encore ça parce que il y a quand même eu un moment où il s'est retrouvé être à l'avant du peloton, il a essayé d'accélérer, c'est ses propres équipiers qui sont venus le calmer. Donc. Non, mais attention, par mature, après, n'allons pas relever les petites erreurs qu'il fait par-ci par-là. Évidemment, il a à peine 20 piges, donc évidemment, il y a des erreurs et il y en aura plein d'autres. Sauf que des c'est choses les petites même erreurs qui peuvent nous ont nous faire perdre la échappé. course. Non, mais Sur évidemment. un grand tour, c'est les Quand petites on erreurs. dit Alors que mature, Sky ça veut pas et dire, Marginaux, c'est les petites erreurs qui font la différence. Après, c'est aussi peut-être mais- probablement le non, mais- fait qu'on se retrouve avec un coureur qui est encore très très jeune et qui est au niveau de gagner un grand tour et que du coup, à cause de son âge, de sa jeunesse dans le cyclisme, il lui manque peut-être encore certaines choses qu'il aura peut-être d'ici 2-3 ans, mais son niveau intrinsèque le place déjà au niveau des potentiels vainqueurs de grand tour. Mais c'est tout à fait ça, Mathieu. Effectivement, par mature, j'entends évidemment pas le terme coureur accompli, complètement aguerri. Évidemment que non. Par maturité, c'est des dispositions qui sont très sérieuses, des dispositions qui sont très professionnelles, avec de très belles aptitudes pour quelqu'un qui a à peine 20 ans, qui découvre des courses et des situations de course face auxquelles il n'a jamais forcément eu à se confronter par le passé. Et donc, par ce qu'il nous a montré sur ces 10 premières étapes, oui, je trouve qu'il a eu un comportement pour son âge plutôt mature, plutôt habile, plutôt très professionnel et appliqué, ce qui n'empêche pas de faire des erreurs. Il en fera certainement, peut-être des erreurs qui lui coûteront la victoire et des places au classement général sur ce Giro. Mais par le terme mature, c'est des aptitudes qui sont très avancées pour quelqu'un de son âge et qui découvre des situations de course auxquelles il ne s'est jamais confronté auparavant. Et après, pour refermer la page Remco Evenepoel, parlons un petit peu de son équipe avec notamment Joao Almeida qui pouvait prétendre également au leadership chez Deceuninck Quick-Step et qui se retrouve déjà à 5 minutes du leader. Est-ce que ça peut aider un peu Remco Evenepoel d'avoir le leadership qui est simplifié? On sait que c'est Remco le leader de l'équipe et Almeida qui va pouvoir se mettre au service du jeune Belge. Ça peut aider, ça? Ça va pas le desservir. Ça va pas le desservir en tout cas. Il y aura plus aucun risque de tension en interne. Ils vont pas être à 3 coureurs à essayer d'être tous dans le top 10 du général comme ça serait dans une certaine équipe espagnole que je ne citerai pas.
Donc, de toute façon, même s'il y avait ce truc-là, c'est pas dans l'équipe de Patrick Lefebvre où il y aurait eu des guerres internes. Hein. On parle quand même du mec qui choisissait l'ordre dans lequel les coureurs passaient la ligne d'arrivée sur Paris-Roubaix. Donc, Ça remonte un petit peu, mais oui, en effet, c'est l'esprit Wolfpack. Ça remonte un petit peu, mais il y a le collectif qui est là et il y a un leader. S'il y a un leader qui est désigné, c'est lui qui le sera. Là, le terrain a directement parlé. Il n'y a même pas eu besoin de se poser la question sur qui allait être leader. C'est clairement Evenepoel. Et ce qui est beau avec d'ailleurs cette tactique, c'est que même si le leader est pas bien, du coup, l'équipe perd plutôt que de faire gagner un équipier. Donc, Evenepoel, du coup, il est sûr d'avoir l'équipe pour lui. Mais j'oublie que je parle à un fan de Valverde, effectivement, c'est super de faire 3e, 6e et 9e. Moi, j'ai envie de te dire, si tu peux pas faire mieux, hein, c'est bien. Mais je pense que. Quand tu peux, c'est pas bien. Bon, il y a le par équipe qui est là derrière, mais bon. Je pense qu'en interne, il devait se douter qu'Almeida n'était pas forcément au niveau du Giro 2020 ou ou au niveau d'Evenepoel. Ce qui fait que très vite, je pense, c'était acté que le leader serait Evenepoel. Je pense pas que c'était une surprise de voir Almeida plus en difficulté. Alors à présent, on a bien détaillé les cas Egan Bernal et Remco Evenepoel. Intéressons-nous un petit peu aux autres coureurs qui sont encore en lice pour le classement général. Alors les écarts ne sont pas encore très importants pour le moment puisqu'on est seulement après 10 jours de course qui n'ont pas été les plus difficiles. Si on regarde le 10e, Davide Formolo n'est qu'à 1 minute et 2 secondes. Au final, est-ce qu'on peut véritablement dessiner une hiérarchie dans la lutte pour le général pour le moment? Il y a quelques coureurs qui se détachent un peu, qui sont dans les premiers groupes, là où les autres sont en second rideau. Mais on l'a bien vu l'année dernière, c'est la première semaine. La route est encore longue, il y a beaucoup d'étapes difficiles, piégeuses. Donc c'est difficile d'enterrer un coureur actuellement. Surtout avec la semaine qui arrive, l'étape de Monte Cassino, l'étape du Zoncolan, l'étape de Cortina d'Ampezzo, ce sont des étapes qui peuvent faire sur une seule journée des écarts plus grands que ce que le top 10 du classement général offre actuellement. Donc, on voit que Bourman, le 15e, on a éliminé quelques coureurs, mais donc rien n'est fait pour le moment. À l'intérieur, pour le moment, c'est rien. Non, rien n'est fait. Alors, après on a un coureur français qui se bat pour le classement général, c'était attendu et c'est le seul que l'on a, c'est Romain Bardet qui est actuellement 13e du classement général à 1 minute et 21 secondes. Est-ce que cette première semaine, comment est-ce qu'on peut la qualifier pour Romain Bardet? C'est normal, c'est un bon début, c'est rien de particulier? C'est un bon début, oui. Il a jamais été en difficulté plus que ce qu'on pouvait supposer. Il était parfois un peu lâché, il a perdu du temps parce que il a fait des efforts dans une vallée sur une étape un peu inutilement. Mais il n'y a rien d'inquiétant, rien d'exceptionnel, on va dire. Il est à sa place pour l'instant. Et j'attends, moi, personnellement, de le voir sur les étapes de haute montagne et même sur l'étape d'Estradé, où là, je pense qu'on aura plus d'indications sur son état de forme et vis-à-vis des autres. Parce que pour l'instant, on a des prémices d'indications, mais c'est compliqué de se positionner. Brice, de ton côté, la course de Romain Bardet pour le moment? Déjà, la course de Romain Bardet, elle fait plaisir à voir. Il n'est pas, c'est pas celui qu'on voit le plus à la caméra, qu'on voit le plus à l'avant de la course, mais il est toujours en embuscade, toujours très bien placé. Par rapport à Romain Bardet, moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est hâte de voir ce qu'il va proposer dès que les étapes seront plus décisives pour la victoire finale, pour décanter un peu ce classement général. Mais voilà, il y a des aptitudes qui sont là. Je trouve qu'il fait
plaisir à voir. En tous les cas, on a un Romain Bardet qui est toujours en lice. Ça fait un petit moment que ce n'était pas arrivé. Voilà, hâte de voir le Français progresser au sein de ce classement général. Je pense que un top 10 semble largement atteignable. Je pense même que à partir du moment où les 2-3 premières étapes qui vont proposer de grosses embûches seront passées, si Romain est toujours dans le coup, personnellement, je vais avoir de grandes attentes et de grandes espérances placées en lui. Alors de là à parler d'une victoire, pas forcément, podium peut-être pas, mais d'aller chatouiller un top 5 et de tourner autour, j'ai envie d'y croire. On n'a pas les clés à l'heure actuelle pour se prononcer véritablement là-dessus. Voilà, comme l'ont dit mes acolytes, il y a un petit tir groupé. Voilà, il y a les 10 premiers qui sont là. C'est un petit peu les noms qui ressortaient au début du Giro. Donc, hormis Mikel Landa, ils sont toujours là, un petit peu en embuscade tous. Donc, tout va se décanter. Mais si Romain Bardet justifie un petit peu sa forme et arrive à faire perdurer ses prestations, en vrai, une très bonne virée italienne peut être attendu de la part du Français, et en vrai je pense que c'est rassurant et pour lui, pour son équipe, et nous qui avons le plaisir de voir un Français aller chatouiller en leader, si tel est le cas dès l'année prochaine. Et bien du coup on fera le point un peu plus précis la semaine prochaine sur la deuxième journée de repos, puisqu'on aura eu davantage d'étapes difficiles et de montagnes. On aura peut-être la situation qui se sera un peu plus éclaircie que ce que l'on a actuellement. Je vais prendre une question qui nous a été posée sur Twitter par Paul. Quid des ambitions de Bardet de sa première semaine? On est toujours, les ambitions n'ont pas changé, on est toujours sur le même objectif qui peut se dire un top 5, peut-être un podium. Ouais, je pense qu'il doit viser le top dans 5. Une situation où il y a encore une dizaine de coureurs qui peuvent viser le top 5 maintenant. L'avantage pour Romain Bardet, c'est qu'on va avoir l'étape d'Estrade Bianche où on sait qu'il devrait être pas mal. Le Zoncolan, par ce versant-là en plus, je trouve qu'on peut être vraiment en mesure d'attendre quelque chose de sa part. L'étape de Cortina d'Ampezzo, qui est une étape longue, même si le Giro a parfois proposé des étapes encore plus longues que ça en montagne. Mais une étape avec 4 cols, avec plus de 200 km, avec le final en descente en plus, c'est vraiment une étape où on peut se retrouver à attendre des choses de Romain Bardet. Et j'avoue que j'y croyais pas spécialement au début du Giro, vu la manière dont il abordait ce Giro. Mais plus ça va, plus je me dis, après une semaine, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. La victoire finale, j'y crois pas. Mais le top 5 au moins, j'espère que la semaine prochaine, on sera en train de parler de ses chances de top 5, voire de podium. En plus, ce qui est drôle là, sur le fait qu'on se prononce par rapport aux 10 premiers du général et que les étapes clés vont arriver, l'étape qui va traverser, qui va faire référence au Strade Bianche, possiblement peut faire éclater l'intégralité de nos prédictions, de nos discussions, peut faire complètement éclater tout cela en quelques kilomètres. Alors, s'il pleut encore plus, même s'il fait beau, on sait que ça peut donner l'occasion à certains de tenter des coups et avoir des faits de course un petit peu originaux et parfois qui relèvent de la chance ou du miracle pour certains problèmes techniques ou autres. Donc là, on reste sur une discussion avec des étapes dites plutôt classiques. Mais voilà, les chemins les belles routes blanches italiennes peuvent complètement retourner l'intégralité de nos dires ce soir. Et c'est ça qui est plutôt excitant, quoi. Donc en gros, tu es en train de nous dire que pour l'instant, il s'est à peu près rien passé et que demain, c'est sur les étapes qui arrivent, tout peut voler en éclats et tout ce qu'on est en train de dire peut être remis en question très vite. Somme toute, on est resté sur du très classique, sans de grands bouleversements, changements. On ne s'est pas fait prendre à contre-pied, hormis la chute de Mikel Landa. Et encore une fois, quelle chute bête, malheureusement. Mais on est sur du très classique jusqu'à présent. Et quel plaisir d'attendre
avec impatience tout ce qui va se présenter devant nous en tant que suiveur du Giro. C'est assez haletant en tous les cas. Alors pour regarder un petit peu les autres coureurs qui sont bien classés, alors on va pas pouvoir tous les évoquer puisque comme on l'a dit, il y a encore un bon petit paquet de coureurs qui sont bien placés. Mais parlons quand même de Giulio Ciccone qui est 4e au classement général à 37 secondes d'Egan Bernal actuellement. Giulio Ciccone on l'attendait peut-être pas forcément en tant que leader pour le classement général de l'équipe Trek Segafredo puisqu'on avait Vincenzo Nibali qui est présent. Vincenzo Nibali, lui, qui se montre un peu moins bien, un peu plus en difficulté. Est-ce qu'on assiste peut-être à un passage de relais au sein de cette équipe Trek Segafredo entre deux générations, Vincenzo Nibali et Giulio Ciccone, deux Italiens, deux générations? Est-ce que c'est un passage de relais? Les deux, je les voyais plus en chasseur d'étape, Ciccone éventuellement dans échappé en haute montagne qui va gagner une étape avec le maillot bleu sur le dos. Je l'aurais plus vu comme ça, mais il est très très bien parti et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans l'enchaînement d'étapes de montagne en défendant une place au classement général. Anselme, est-ce que tu penses qu'il peut tout à fait reprendre la relève de ce qu'on aurait pu attendre de Vincenzo Nibali à 100% sur cette Giro? Je sais pas, parce que déjà il y a le dernier chrono, on sait que Ciccone est très plus que limité comparé à Nibali, et puis il y a ce truc sur cette première semaine, j'ai l'impression qu'il a déjà fait pas mal d'efforts, il a souvent attaqué, il s'est souvent fait mal pour rester donc dans les premiers groupes, ce qui lui permet d'être actuellement 4e du général. Mais comme on l'a dit, le plat de résistance, il arrive et il faudra faire attention à l'indigestion. Donc il peut, il a montré des très bonnes qualités de grimpeur, de récupération également, mais c'était de récupération sur un profil baroudeur grimpeur, pas sur un profil de prétendant à un bon classement général. Donc et justement, Giulio Ciccone est dans l'année de ses 27 ans. C'est véritablement la première fois, en tout cas pour le moment, qu'on le voit dans le rôle d'un coureur qui va jouer un classement général sur un grand tour. C'est cette nouveauté qui peut être compliquée à gérer? Bah ouais, et puis c'est assez tard aussi pour jouer un classement général pour la première fois, j'ai envie de dire. Il a jamais eu l'occasion même de jouer un maillot blanc, par exemple, qui peut être une première expérience, on va dire, de pression, même beaucoup moindre. Mais je sais pas, c'est difficile de se prononcer sur l'italien. Bon, il fait plus trop doute que je pense que ça va être le leader de la Trek. Mais ça reste compliqué de le situer encore avant d'avoir vu les grosses étapes de ce Giro. Et Brice, pour finir sur Giulio Ciccone, comment est-ce que tu le sens, le petit Italien? Alors il y a deux choses. D'ailleurs, je suis très content qu'on parle de ce coureur ce soir. Parce que je me rappelle avoir eu une discussion au début du Giro où on parlait de la Trek Segafredo depuis pas mal d'années. Alors même si effectivement c'est sans lui retirer tout son mérite et toute sa grande carrière, Vincenzo Nibali est un petit peu débordé par un petit peu le poids des années, et puis sa carrière est un petit peu derrière lui. Il y a une jeune génération qui le surpasse. Donc personnellement, j'attendais pas grand-chose en termes de résultats au classement général de la part de Nibali, qui en plus est arrivé, il a fait un petit contre-la-montre pour arriver à l'arrivée pour débuter ce Giro. Il a sa blessure au bras, donc pas les meilleures conditions évidemment. Dans ces discussions au début du Giro, j'avais dit Ciccone, je le vois bien jouer un classement général. C'est ce qu'il est en train de faire, une première, comme tu l'as très bien dit Mathieu. Il est dans cette disposition pour la première fois entre guillemets. L'idée, c'est sans doute qu'il aille jouer son bateau jusqu'au bout, qu'il aille défendre sa place au général jusqu'au bout. C'est très plaisant de le voir dans cette situation-là. Il faut se rappeler qu'il a failli, c'est un coutumier du fait, mais
il a quasiment accroché un top 15 de mémoire il y a 2 ans sur le Giro. Je crois que c'était top 15 ou peut-être juste au-dessus, 16 ou 17e. 16e. Donc, En travaillant pour 16e. Voilà, exactement. Donc, ça peut déjà démontrer des aptitudes, des dispositions pour essayer d'aller chercher un top 10 sur un grand tour. Là, il est en bonne position. C'est assez excitant de savoir jusqu'où on peut aller le découvrir, jusqu'où lui aussi peut se découvrir dans cette position-là. Je suis un peu plus mitigé sur le fait qu'on imagine Giulio Ciccone sur un podium du Giro. Ça paraît difficilement envisageable, mais attendons de voir. En tous les cas, c'est assez excitant de le voir dans cette position. On peut s'attendre peut-être à avoir un coureur qui soit offensif, on le connaît. Est-ce que il va avoir un revirement? Est-ce qu'il va être plus attentiste? Rien n'est moins sûr. Donc, le fait de l'avoir dans cette position pour le classement général et pour ses adversaires et outsiders, ça peut être un peu l'élément perturbateur qui vient un petit peu casser, pourquoi pas une routine ou une sorte de schéma classique entre les favoris du Giro. Donc, un grand plaisir de le retrouver dans cette position, à voir s'il va pouvoir conserver cette place. On l'espère, mais ça semble quand même un petit peu compliqué parce qu'il ne nous a jamais vraiment prouvé une solidité à ce niveau-là. Mais un profil un petit peu de dynamiteur qui peut être très intéressant. Pourquoi pas, effectivement, tu disais prendre le relais d'un Nibali, un petit peu dans cette trempe d'attaquant qui n'a pas froid aux yeux et qui peut tenter de retourner des situations assez classiques. Après, pour terminer le point sur le classement général, un autre coureur qu'on attendait pas forcément dans ce top 10, et celui-là, c'est plus certainement qu'on ne le voyait pas dans le top 10 au terme de cette première semaine. Je veux parler d'Attila Walter, qui a eu la chance de porter le maillot rose en ce début de Giro, et qui s'est d'ailleurs pas mal démené pour essayer de le conserver. Là, il l'a porté pendant 3 étapes, le coureur hongrois de la Groupama FDJ. À présent, jusqu'où est-ce qu'il peut aller, Attila Walter? Déjà, est-ce qu'il doit essayer de jouer le classement général? Anselme? Où est-ce qu'il va aller? Je dirais un peu plus bas dans le classement. J'ai envie de dire, l'équipe FDJ, il a porté le maillot rose, tout ça. Maintenant, il est en bonne position. Qui tente demain, mercredi, sur l'étape d'Estrade. Il a rien à perdre. Qu'il essaie de s'accrocher. Il est lâché, il prend un tir, il ira jouer une étape en fin de Giro. Et s'il s'accroche, qu'il essaie, qu'il aille chercher un top 15, un top 20. Il a 22 ans. C'est son 2e grand tour. C'est l'occasion. L'année dernière, il avait fait 27e du Giro. Ce qu'une performance, on va dire, honorable. C'est pas annonciateur forcément de performance exceptionnelle, mais c'est pas ridicule. Donc, qu'il y aille, qu'il essaye. Et puis, de toute manière, ça va rien lui coûter. C'est que du bonus? Il a porté le maillot rose, donc le tour de la FDJ, on n'en attendait pas grand-chose. Il est déjà réussi. Donc maintenant, il y a d'autres coureurs en plus pour aller chercher des étapes au pire. Donc, à sa place, moi, j'aurais tendance à dire oui, tente de jouer le général. Donc, tu as de l'avance sur certains coureurs. Peut y avoir donc on l'a des faits de course. Puis voilà. Geoffrey, est-ce que tu vas dans le sens d'Anselme? J'allais même rebondir sur ce qu'a dit Anselme, parce que la FDJ, la Groupama FDJ, au contraire, il y a 3 mois, on en attendait énormément par rapport à Thibaut Pinot, et ça a été la douche froide les semaines qui amenaient à ce Giro. Et là, Attila Walter, ça peut être la déjà relève sauvé sans parler de relève, il a déjà sauvé le grand tour de l'équipe Groupama FDJ avec quelques jours en rose. Maintenant, effectivement, comme disait Anselme, il va continuer à reculer petit à petit. Je suis pas spécialement serein sur le fait de le voir dans le top 10 à Milan, parce que s'il perd déjà 1 minute dans l'étape de dimanche, ça risque d'être un bilan comptable beaucoup plus lourd dans les étapes qui arrivent par la suite. Ouais, maintenant, ça ne sera pas nécessairement un mal, parce que si un jour il se prend un tir et qu'il se prend, soit il se prend 3 minutes par jour et puis il va finir 15e, 16e, et puis il continuera à prendre avec ça vu qu'il reste bien jeune. Et si jamais il y a une journée où il se prend un quart d'heure, 3 jours après il ira dans l'échappée
Et il pourra peut-être aller jouer une victoire d'étape, vu à quel point les baroudeurs sont en réussite cette année. Il Ouais, a mais enc- d'autant que s'il finit aux alentours de la 15e place, enfin sur un Giro avec la semaine qui nous a, enfin les 2 semaines qui nous attendent et le plateau actuel, ça pourrait. Ah, le 15e peut être à 1 heure à Milan. Ouais, mais ça peut laisser présager de bonne qualité ou en futur potentiel leader vu son jeune âge, ou au moins en futur équipier de luxe si Pinot retrouve un jour la forme ou pour le futur Gaudu qui. Ça peut être une bonne carte, la bonne pioche pour l'équipe FDJ. Et d'ailleurs, en parlant de Thibaut Pinot, un autre coureur qui manque un petit peu de malchance, et on a pu le voir sur cette première semaine du Giro, Mikel Landa, qui a chuté, qui a dû abandonner. Alors Anselme, je te vois en PLS. Est-ce que Mikel Landa est maudit? Oh, j'ai vu passer un tweet de je sais plus qui qui demandait si Landa était le Pinot espagnol. C'était moi, c'était moi. C'était toi. Ah, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu que le coureur de la Bahreïn à terre, il avait le dossard 1. Oh, la douche froide. Mais au final, sur ce Giro, c'est même pas juste Landa qui est maudit, c'est toute l'équipe, parce que la chute absolument improbable de Matej Mohoric. Oh Ah oui, oui, terrible. la note artistique est belle, mais Ah. c'est Avec assez. un autre tweet qui valait le détour sur la position qui était interdite par Lucie, comme il n'avait pas 3 points d'appui sur le vélo dans la descente. Bah après, ils ont quand même, au final, Gino Madère qui allait gagner l'étape permet, on va dire, de, Oui. c'est moins amer. Et puis Caruso est encore dans le top 10. C'est Bilbao qui est plus en retrait, j'ai envie de dire, pour la Bahreïn, mais Landa, enfin. Est-ce qu'on peut garder quand même l'espoir de se dire, il y a un moment, ça finira par le faire? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, c'est un peu un espoir. C'est comme pour Pinot, tout le monde se dit, il va revenir. Mais au final, dans 10 ans, on réécoutera le podcast, on racontait n'importe quoi. Donc, on a envie. En plus, il était hyper en forme. Landa, c'est comme Pinot, il y a un peu ce côté de perdant magnifique. Donc, je sais pas. Donc, malchanceux, ouais, un peu. Clairement, en plus, c'est vraiment la chute pourrie. C'est frustrant. Et puis, en tant qu'ex-Movistar, je suis sûr que Brice est aussi peiné que moi. C'est terrible. C'est terrible. C'est un coureur que je pense que tout le monde adore, ce coureur. Enfin, en tous les cas, dans ce podcast, on est quand même assez fan de ce coureur. Et plus le temps avance, plus je me dis, en passager, j'aimerais même pas monter avec lui en voiture, tellement ce gars a la poisse. C'est fou. C'est une chute qui, là, si on parle juste de cette chute-là, c'est pas lui directement qui provoque cette chute, c'est un dommage collatéral. On se dit que c'est pas au bout d'un moment, il y a plus rien de logique. Tout est, je trouve ça presque très décevant pour lui. Est-ce qu'il ne doit pas penser que le sort s'acharne? Après, il y a des motifs d'espoir. Richie Porte sur le dernier Tour de France, celui qui est toujours par terre, celui qui se blesse tout le temps. Eh bien, à 34-35 ans, il fait 3e du Tour de France, certes dans une année particulière, mais avec un plateau très relevé. Donc, Mikel Landa a encore des années devant lui pour performer sur un grand tour. Rien n'est perdu. C'est juste que probablement qu'il est pas très à l'aise sur un vélo. Si en plus la confiance et la malchance commencent à intégrer sa réflexion, son cerveau et sa manière d'être, voilà, faut surtout pas qu'il s'enferme dans une spirale. Mais être supporter de Mikel Landa, c'est assez terrible. Et d'ailleurs, en parlant de malchance pour Mikel Landa, j'avais vu passer un thread sur Twitter de Timothée64 qui listait des chutes assez improbables parfois de Mikel Landa, et notamment sur le Dauphiné 2012 où il est renversé par une vache qui sort du champ. non mais voilà, c'est l'exemple typique. C'est tout à fait ça. Il possède, il maîtrise pas les éléments autour de lui. C'est terrible, c'est terrible.
Eh bien, à présent, après avoir longuement parlé des coureurs du général et de ceux qui ne peuvent plus y prétendre, je vous propose, messieurs, de passer aux sprinteurs. Les sprinteurs qui se sont mis en évidence, bien sûr, sur cette première semaine, avec notamment Caleb Ewan qui s'est imposé à 2 reprises sur 3 sprints disputés, ou 2,5, sachant que celui remporté par Tim Merrier, il me semble que Caleb Ewan a un problème mécanique au moment de démarrer son sprint. Donc, Caleb Ewan, je pense que la question coule de sens, en quelque sorte peut-être, mais il était sans concurrence sur cette première semaine. Oui, il était de loin le plus fort. De toute façon, ça s'est vu dans les sprints où il a pu être à 100% et où il a pu être présent. Il n'y a jamais eu match. Et donc, Caleb Ewan qui ne terminera pas ce Giro, lui qui a l'objectif de remporter au moins une étape sur chacun des 3 grands tours cette saison, comme l'avait fait Alessandro Petacchi en 2004. Donc Caleb Ewan qui s'est retiré sur l'étape de 2003. dimanche. 2003 Petacchi 2003. Ouais. 2003, toutes mes excuses. Et donc voilà, Caleb Ewan qui s'est retiré dimanche sur un problème au genou. Alors juste, je vais quand même vous poser la question parce que ça a fait parler que l'abandon était, de toute façon, on pouvait se douter que l'abandon de Caleb Ewan interviendrait au cours de ce Giro, qu'il ne terminerait pas la course italienne. Est-ce que vous trouvez ça normal, en quelque sorte, ou est-ce que vous percevez ça comme un manque de respect vis-à-vis des organisateurs de la course? Bon, je pense pas qu'on parlait de manque de respect quand Cavendish a gagné 4 étapes sur le Tour de France 2016 et qu'il abandonne après pour aller préparer les JO. C'est quelque chose qui est récurrent dans beaucoup de courses. Le coureur qui va pas au bout parce qu'il a des objectifs après, il n'est pas non plus resté une semaine dans le peloton juste pour tourner les jambes. Il a été gagné 2 étapes. Maintenant, voilà, il avait mal au genou. Là, Tim Merlier, il avait mal au ventre. Il peut aller voir le médecin qui s'occupait des cuisses et des mollets de Yann Kirsitou et de Mario Cipollini après le Tour de France il y a 20 ans. Et... Oui, Anselme. Il essayait, mais il n'y arrivait pas. Différent. Et j'ai envie de dire. Oui, là, Caleb Ewan, il n'a pas eu de chance. Il avait mal au genou, il a été distancé, il a essayé de revenir dans le peloton, il n'a pas réussi. La faute n'a pas de chance. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas. Enfin, je suis pas d'accord quand on dit que c'est pas irrespectueux. Enfin, pour moi, c'est pas très respectueux envers l'organisateur et la course. Après, l'organisateur fait pas vraiment d'efforts en mettant pas une étape pour les sprinters sur la dernière semaine. Enfin, sans que ce soit la dernière, la 18, la 19, tu mets une petite étape de transition. Pour les sprinters, ça leur fait plaisir, ils restent un peu plus longtemps. Mais hormis ça, on n'est jamais tombé sur Kittel quand il le faisait. Il faisait 3 étapes, il gagnait, il venait même pas en Italie limite. Non, mais il tombait avant aussi des fois. Oui, mais Cipollini le faisait. Aujourd'hui, tout le monde l'encense. Tout le monde parle de lui comme l'un des plus grands sprinters de tous les temps. Pourquoi on tombe sur Caleb Ewan, je sais pas. Il a peut-être pas le charisme et la grande gueule de Chipo, c'est sûr. Mais tout de suite lui tomber dessus. Alors oui, c'est pas forcément hyper bien vu tout ça, mais de là lui tomber dessus, quand même. Mais tu sais, Anselme, même en ayant une étape dédiée aux sprinters sur la dernière semaine, c'est peut-être et c'est certainement pas ça qui fait la différence. À partir du moment où tu gagnes 1, 2, 3 étapes. Voilà, non, mais pour un mec comme Ewan, c'est sûr. 10 jours supplémentaires pour aller choper potentiellement une autre victoire d'étape, pas certainement, mais on est dans une société où le moindre écart fait que ça fait polémique. Alors oui, effectivement, du point de vue d'un organisateur, c'est pas très pro, c'est pas très poli, c'est un peu voilà, ça rend pas bien. Mais en fait, c'est un concept qui a toujours existé. C'est quasiment dans les mœurs du vélo d'avoir ces pratiques-là. Les grands tours, c'est pas les épreuves qui en pallient le plus. Donc, en fait, si on rentre dans ce débat, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque année, on retrouvera cette situation. Donc, on aura à chaque fois le même débat avec le côté un petit peu insoluble où, le coureur, il a, la question insoluble, pardon, où le coureur, il va sur le Giro, Vuelta au Tour de France, il perf. Et puis quand il a d'autres objectifs ou quand il a rempli un peu les cases du contrat de ce qui était défini en amont par la course, par son équipe, pardon,
Voilà, quoi qu'on en pense, ça s'est fait, ça se fera toujours. Donc qu'on dise que c'est pro, pas pro, c'est pas les grandes épreuves qui vont. Voilà, Giro, Caleb Ewan s'en va, bah, tant pis pour Caleb Ewan, tant pis pour le Giro, mais il y a d'autres acteurs. Sur des courses moindres, oui, ce serait problématique, de moindre niveau, je veux dire, et de moindre renommée. Voilà, ça se fera toujours. Faut pas oublier qu'il y a certaines de nos stars, on le sait pas forcément trop parce que ça se dit pas beaucoup, mais des fois quand un coureur est annoncé et puis du jour au lendemain il n'a pas forcément envie de s'y présenter pour X ou Y raison, on le déclare forfait, on le remplace, alors qu'il est partout sur les effectifs annoncés. La veille du départ, il se présente pas, il y a un changement. Ça passe plus ou moins inaperçu parce que la course n'est pas encore lancée, mais il y a des tas de coureurs qui font ça, il y a des tas d'équipes qui cautionnent ça. Voilà, on interchange, hop, on fait pas le coureur est un peu moins en forme ou un peu moins en vie, hop, on change. Voilà, ça se fait tout le temps, partout, c'est visible en course, mais voilà, c'est tout au long de la saison, sous notre nez, souvent il y a ça, on s'en rend pas forcément compte. Donc de là à dire que c'est pas pro, peut-être, mais ça fait partie du monde du vélo, donc faut pas s'en offusquer. Et pour illustrer ce petit point-là, pour dire à quel point c'est quelque chose qui existe toujours dans le vélo, déjà il y a plus d'un siècle, on remonte à des courses d'avant-guerre, il y a des coureurs qui étaient inscrits sur 2 courses qui avaient lieu le même jour, et forcément ils n'en faisaient qu'une sur les 2. Hein. Ils ne pouvaient pas être c'est compliqué, oui, en Italie et en France en même temps. Mais plus récemment, je ne me demande même pas si Chipo n'avait pas pris le départ d'une Vuelta. Alors, uniquement parce que son équipe était invitée que s'il était là et avait abandonné quasiment directement. Ça, c'était particulier. C'était en 2003, quand il était champion du monde, il n'avait pas été invité sur le Tour de France alors qu'il était champion du monde. Comme c'est Cipollini, il avait fait un petit scandale. La Vuelta avait invité son équipe. Lui, il ne voulait pas y aller. La Vuelta a dit qu'ils invitaient l'équipe que si Cipollini était sur la start list pour qu'ils aient le champion du monde. Cipollini est venu, il a fait le prologue qui était contre la montre par équipe, donc sans le maillot arc-en-ciel, et il était non partant à la première étape en ligne du lendemain. Ça. Par contre, je suis pas trop d'accord avec Brice sur le fait que mettre une étape pour les sprinters, ça change rien en fin de grand tour. Enfin, si Ewan dans son objectif des 3 grands tours, enfin d'état sur les 3 grands tours, c'est sûr que même le tour, je suis pas sûr qu'il le finisse s'il est un peu émoussé. Mais pour des mecs. À l'étape des Champs-Élysées. Ouais, mais. Ça peut jouer ça, le fait d'avoir l'étape des Champs-Élysées pour faire tenir. Les Champs-Élysées, c'est la plus prestigieuse pour un sprinter, donc évidemment que ça va jouer. Mais tu vois, genre sur le Giro, un Nizzolo qui est aussi prévu sur le Tour de France derrière, bah il n'a pas vraiment d'intérêt, sachant qu'il est déjà loin pour le cyclamen, d'aller jusqu'au bout du Giro. Là où avec une dernière étape pour sprinter, il y serait sûrement allé vu comment il court après. Donc je pense surtout que le Giro a la spécialité des étapes de dernière semaine avec des vainqueurs un peu tout pétés. Hein. Robert Förster, Richese, Nikias Arndt. C'est jamais les meilleurs sprinters, mais c'est quand même des Richese, on parle pas non plus d'un manche. Hein. Dans les ça a été un des meilleurs pilotes du monde. C'est pas un manche au sprint, mais c'est les mecs qui systématiquement font des places entre 2 et 4 parce qu'ils ont des mecs plus rapides qu'eux systématiquement. Et le concours de circonstances fait qu'ils se retrouvent à en gagner à la fin. Mais enfin, moi, c'est pour dire que juste on leur tombe dessus plus que comment dire ça. Les organisateurs ont tendu un peu le bâton aussi, j'ai envie de dire. Bon, et en tout cas, donc le Giro qui va continuer sans Caleb Ewan, sans Tim Merlier également, les 2 coureurs qui ont remporté 3 des 4 sprints massifs de cette première semaine du Giro. Il ne reste que Peter Sagan parmi les vainqueurs au sprint, je précise. Peter Sagan qui est donc le leader du classement par points, le nouveau porteur du maillot cyclamen. Est-ce qu'il est parti pour aller le décrocher à l'arrivée à Milan sans trop de concurrence, ou il aura du monde dans les pattes hein. Il y a de grandes chances. Un Gaviria, un Cimola, ils vont peut-être tenter sur des étapes prendre l'échappée. Mais rien que l'étape qui passe par la Slovénie, il peut aller la gagner en étant échappé comme celle qu'il a gagnée l'année dernière, Sagan. Donc. C'est ça, et puis même les 2 Gaviria et Cimolai sont même pas meilleurs que lui en soi sur les sprints purs. Donc en plus à partir de là, il est pas joué le maillot, mais il y a pas le suspense, c'est pas insoutenable. En tous les cas, savourons
Vraiment, hein, quel mec. De nouveau hier, en regardant les arrivées, le podium, on a quand même, il faut qu'on se le dise parce que ça va pas durer éternellement. On a quand même un mec qui incarne le vélo d'une superbe manière. Alors effectivement, c'est plus le Peter Sagan d'il y a 3-4 ans. Après, il faut pas oublier qu'il a commencé à tout démonter à 18 ans. Donc il a eu quand même 10 années pleines. Forcément, il approche de la trentaine. Évidemment, la forme est un petit peu moins. Enfin, la forme est changeante. Les points forts ne sont plus aussi forts. Mais quel coureur, qu'est-ce qui fait plaisir à voir. Le maillot cyclamen, lui, va comme un gant. Voilà, c'est ma petite déclaration d'amour ce soir. Franchement, profitons de ces moments avec Peter Sagan. Il éblouit le cyclisme positivement. Enfin, je trouve ça assez fou. Voilà, vraiment top. Il a son étape. Il va essayer de conserver coûte que coûte. Et au-delà de ça, Peter Sagan, on sait que c'est plus le coureur qui est en vitesse pure le meilleur. On sait déjà depuis pas mal de saisons. Ça l'a jamais été. Voilà, exactement. Ça n'a jamais été le pur sprinter. Et en fait, ça doit être un meneur d'hommes exceptionnel parce que l'équipe Bora, à chaque fois, même quand Peter Sagan dans les résultats, il tâtonne, il tourne autour. À chaque fois, l'équipe Bora-Hansgrohe y va, soudée, avec une belle cohésion, du début jusqu'à la fin. Généralement, les étapes, ils en font des lessiveuses, c'est-à-dire qu'ils y vont comme des oufs. Et à chaque fois, même quand Sagan tourne autour, il n'arrive pas à mettre dans le mille, et ben, ils sont toujours là le lendemain, ils reviennent. Et juste d'avoir cet impact dans une équipe, d'avoir cette cohésion, d'avoir cette unité autour de lui sur un seul et même objectif où au bout d'un moment on peut dire putain, il ne score pas, on laisse tomber, on se fatigue. Franchement, juste pour ça, chapeau. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de leaders qui puissent faire ça au sein d'une équipe professionnelle World Tour actuellement. Et après, sur les sprints, tu disais Anselme ? Valverde. Ouais, mais il y a le charisme d'Enric Mas qui vient un peu lui faire de l'ombre, tu vois. Je crois qu'Anselme a encore du mal à se remettre du départ en retraite d'Alejandro Valverde qui s'approche. L'année 2043 elle approche. Il vient de passer la moitié de sa carrière, c'est pour bientôt. Parlons des baroudeurs. Et sinon pour finir sur les sprinters, donc sans Caleb Ewan, sans Tim Merlier, du coup on va pas forcément aborder le maillot cyclamen, on l'a déjà dit, mais pour les victoires d'étape tout simplement, est-ce que la lutte peut être davantage ouverte sans Caleb Ewan ? Bah ouais. Parce qu'au final, qui peut se dégager du lot à présent ? Je miserais une Nizzolo, étape de Viviani. Viviani, Nizzolo, c'était les deux plus forts derrière Ewan sur les sprints purs. En vrai, Viviani, il va en claquer une. Il est dans une forme et une confiance qui est retrouvée depuis qu'il est arrivé chez Cofidis. La confiance, vraiment ? Non, il va faire deuxième derrière Nizzolo. La confiance, en tous les cas, déjà d'une, il a gagné. Pas sur le Giro, mais il a gagné cette année. À Cholet, oui. Une coursette. Hein. On parle une coursette, sans doute, effectivement, mais ça reste une course et souvent une course, la moindre course, ça peut faire un déclic. Et là, on a quand même un Elia Viviani qui arrive à chatouiller, à monter sur le podium des étapes, à s'approcher, à tourner autour. On n'avait jamais vu ça depuis son arrivée chez Cofidis. Il est peut-être, il y a peut-être un regain, un mieux. Il est chez lui en Italie. Caleb Ewan s'en va, Tim Merlier s'en va. Il y a peut-être dans sa tête un cheminement qui fait que il se dit ce Giro 2021, il est pour moi. Je vais scorer. Et voilà, s'il arrive à bien passer les étapes clés dont on parle depuis le début, mettons une petite piécette sur Elia Viviani. Et je pense que au-delà de se moquer de lui, ça fera plaisir à tout le monde parce que ça reste quand même un phénomène. Il n'a pas spécialement besoin de passer les étapes clés. Hein. Non, il n'aura pas spécialement besoin de passer les étapes clés. La dernière étape qui reste vraiment pour les sprinters, c'est celle de Vérone, c'est vendredi. On suivra, on fera attention donc à cette semaine qui semble être déjà la dernière semaine pour les sprinters, peut-être. Voilà, c'est pas la dernière semaine, c'est qu'il leur reste une étape. En échappé sur l'étape
Combien sur la 15e ou sur la 18e? L'étape à moitié slovène ou celle de la dernière semaine, oui, pourquoi pas. Mais Ça sera. tu regardes les profils, t'imagines un sprinter échappé qui va aller les chercher, t'imagines plus Sagan que n'importe lequel autre. Un Nizzolo passe bien les bosses quand il est en forme. Ouais, Après, mais Sagan, Sauf qu'on l'a vu il passe craquer bien. lundi. ouais, mais c'est différent. Enfin, c'est pas On pareil verra, quand en t'es tout dans un cas. peloton en échappé. On verra. En tout cas, il reste encore quelques possibilités pour les sprinters. Et il y a de fortes chances qu'ils les tiennent parce que maintenant, sans Caleb Ewan et avec le peu de chances qu'il va leur rester, ils vont probablement pas les laisser filer. On va passer à présent aux baroudeurs qui se sont également bien montrés sur cette première semaine de course. Comme on l'a dit au début de ce podcast, on a eu 3 victoires d'étape pour les baroudeurs, avec Taco van der Horn sur la 3e étape à Canale, avec Joe Dombrowski sur la 4e étape à Sestola, et enfin avec une victoire française signée Victor Lafay sur la 8e étape à Guardia San Flamondi. Donc, des victoires d'étape Et Gino Meder. et Gino Madère également, tout à fait, qui ne s'est pas fait reprendre comme sur Paris-Nice, donc ça fait 4, très bien. Donc 4 sur 9 pour les étapes en ligne, donc on l'avait déjà abordé en début de ce podcast. Pour certains c'est surprenant, pour certains c'est assez logique, on va pas refaire le débat non plus, mais est-ce qu'il y a des coureurs qui vous ont peut-être surpris un petit peu sur ces victoires? Bah, le plus surprenant, j'ai envie de dire, c'est Lafay. Parce qu'il a pas, c'est sa première victoire, il n'a pas énormément de références à ce niveau-là. Les Van der Horn, c'est différent parce que c'est une étape un peu en gazier qu'il allait gagner. Il résiste. Et c'est le type de coureur où on sait que c'est dans ces efforts-là qu'ils sont le plus à l'aise. Et puis Dombrowski et Madère, ils gagnent des étapes compliquées sur en échappée. Et on sait que ces deux coureurs qui ont les capacités de base, on les attend à aller voir briller là. À partir du moment où Landa était out, on savait que Madère, il pouvait aller chercher une étape. Donc c'est pas des coureurs, c'est pas des surprises en soi de les voir gagner. Si une échappée doit aller au bout, c'est des types qu'on s'attend à voir gagner. Surtout Dombrowski qui a très souvent tenté sur le Giro. Lafay, c'est la surprise au même titre que Valter avec son maillot rose. C'est les coureurs un peu qui se révèlent sur cette première semaine. Et après, parmi les coureurs qui se sont mis en évidence avec cette première semaine et en restant du côté des coureurs français, on a Geoffrey Bouchard qui est désormais le leader du classement de la montagne et le porteur du maillot bleu, qui avait d'ailleurs montré une interview assez touchante après l'arrivée à Campo Felice, où il a été repris dans les tout derniers hectomètres en compagnie de Koen Bouman et dépassé par la fusée Egan Bernal. Donc Geoffrey Bouchard qui ne semblait pas se consoler véritablement du port du maillot bleu, qui dit qu'il veut viser une victoire d'étape. Est-ce qu'il peut peut-être récolter et la victoire d'étape et le maillot bleu à la fois? L'avantage pour le maillot bleu, c'est que la semaine pour les baroudeurs va être relativement tranquille, parce qu'on a des étapes qui vont pas nécessairement apporter beaucoup de points si on les prend toutes jusqu'à dimanche. Celle du Zoncolan en apportera, mais ce sera surtout à l'arrivée. Au final, pour les baroudeurs grimpeurs qui veulent viser le maillot bleu, il faudra surtout être très en forme dans l'étape de Cortina d'Ampezzo avec ses 4 cols, dont la Chimacopi, avec en plus un départ 10 bornes de faux plat et 15 bornes d'un petit col pour se mettre tout de suite dans l'ambiance. Si un coureur qui vise le maillot bleu pourrait être absolument devant ce jour-là. Maintenant, des victoires d'étape pour les grimpeurs pour les autres jours, ça paraîtra un peu plus compliqué. On aura beaucoup de courses de côte. Ça sera plus au bon vouloir du peloton qu'au baroudeur même. Est-ce que le peloton va mettre en route suffisamment tôt pour que les favoris
joue la victoire d'étape ou pas. Les baroudeurs grimpeurs avaient des bonnes occasions dans la première semaine avec les étapes qui étaient très moyennes montagne et qui ont été vraiment bien animées. Ça pourrait être plus compliqué après pour eux, mais Ça va être plus aléatoire. il leur reste des chances. Aléatoire pour les baroudeurs, parce que ils n'auront pas les cartes en main. Brice, est-ce que tu penses que Geoffrey Bouchard, il y a encore des étapes qui peuvent lui permettre d'aller chercher cet objectif de victoire d'étape, lui qui n'a pas encore de victoire chez les professionnels? Oui, en tous les cas, avec son maillot, il est clairement rentré, on peut se dire qu'il est clairement rentré dans une dynamique très volontaire, très offensive. Donc ça va être on parlait de Romain Bardet tout à l'heure comme Français à suivre. Je pense que l'attitude de Geoffrey Bouchard et son équipe va être derrière lui, j'imagine, pour le pousser dans cette vision de course et dans ce comportement en course. Oui, il faut, et en plus il faut qu'il aille de l'avant, qu'il aille chercher des points, qu'il aille tenter la victoire d'étape. Après, est-ce que aller chercher les points serait peut-être pas aussi plus intéressant? Est-ce que ça conviendrait peut-être pas aussi un petit peu plus à ses caractéristiques, le coureur qui va un petit peu de l'avant, qui profite des mouvements de course? La question se pose, le maillot bleu lui va plutôt bien, un maillot distinctif pour son équipe ferait du bien. Voilà, donc peut-être au-delà de la victoire d'étape, qui évidemment est le Graal pour tout coureur et quand bien même ça lui ferait du bien à Geoffrey Bouchard, laissons-nous le plaisir de le voir à l'offensive et essayer d'aller récolter un maximum de points si son maillot, il souhaite le conserver. Et puis évidemment, en bout de course, pourquoi pas une victoire d'étape à la clé, mais ça peut être un coureur très intéressant à voir pour la chasse au point. Est-ce que Geoffrey Bouchard, c'est peut-être la plus grande chance, entre guillemets, de victoire d'étape française sur ces 2 prochaines semaines du Giro? T'as des étapes qui peuvent Compliqué à convenir dire. à des gars de la FDJ, Puis ça à dépend ou à aussi Galopin qui se pour retrouve être dans AG2R. l'échappée, hein. Enfin, Mollard, Galopin, c'est typiquement les profils sur les étapes vallonnées qui sourieront sûrement à des baroudeurs, peuvent briller. Bardet peut pourquoi pas aller chercher une étape, notamment à Cortina d'Ampezzo, Cortina d'Ampezzo. comme l'a souligné Johan tout à l'heure. Donc, Geoffrey, Moi, il Geoffrey. n'est pas avec nous aujourd'hui. ouais, non, mais Cortina commence à être d'Ampezzo tard. qui est la seule étape de montagne qui ne finit pas au sommet. Donc, je pense qu'on a différentes cartes pour les Français. Et pour rebondir sur ce que dit Brice, je suis pas sûr que le maillot de la montagne soit un objectif en soi pour Bouchard, sachant qu'il a déjà gagné celui de la Vuelta et qu'il lui manque une victoire chez les professionnels. Je pense qu'il donnera tout pour la victoire et ensuite éventuellement le maillot. Après, je te suis un petit peu dans le raisonnement, effectivement. C'est vrai que dans les propos que j'ai tenus, je fais passer certainement aussi un petit kiff perso où le maillot de la montagne sur un grand tour est toujours assez significatif. Alors effectivement, ça peut-être pas la portée d'un maillot à poids, mais voilà, c'est toujours assez agréable. En France, on est souvent sensible à ce genre de maillot distinctif. Mais oui, effectivement, à choisir, on peut largement se douter qu'entre une victoire d'étape et rapporter un maillot distinctif, peut-être que le choix de Geoffrey Bouchard est assez vite fait. Mais à partir du moment où tu as une tunique distinctive sur le dos, peut-être que ça donne La de preuve nouvelles avec Ewan et le maillot perspectives et des cyclamen. envies. La preuve avec Geoffrey Bouchard qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur sur la Vuelta. Par rapport à Bouchard, pardon, je vais revenir sur un truc que j'avais dit. J'évoquais l'étape uniquement à la fin, mais il se fait tard. J'avais sauté l'étape de Bagno di Romagna qui, pour le coup, elle est vraiment une étape taillée pour baroudeur. Et il y a 4 grimpeurs, dont 2 deuxième catégorie. Ça peut valoir le coup d'être devant et de faire une pierre de coups. Ouais, mais c'est presque plus de la moyenne montagne que de la haute montagne. Et justement, tant qu'on y Ouais, est, mais après, tout dépend pardon, d'avoir coupé, mais encore une fois, tout dépend de qui il y a devant, hein. Oui, et puis L'étape qui est gagnée des étapes par d'avant, Victor tout ça. Lafay, si c'était pas le même groupe devant, il n'avait pas spécialement de chance d'aller la gagner.
il aurait peut-être pu faire quelque chose, mais Il y a il aussi- gagne aussi par le groupe qui a su sortir. Il y a aussi peut-être un peu une part de chance d'être dans le bon groupe qui convient Toujours. le mieux, d'une certaine manière. Il y a toujours. Hein. Et surtout d'avoir finalement le bon pour prendre l'échappée, qui n'est pas toujours donné de manière facile, on va dire. Et à présent, on va terminer avec l'avenir, ce que l'on va avoir sur cette deuxième semaine de course. Donc, les 6 étapes qui nous attendent, avec les arrivées déjà ce mercredi, l'étape des Strade Bianche vers Montalcino. Ensuite, une étape de moyenne montagne vers Bagno di Romagna, comme disait Geoffrey, peut-être une étape pour Baroudeur. Ensuite, une étape toute plate vers Vérone. La dernière étape qui semble 100% promise aux sprinters, normalement. On aura ensuite le Monte Zoncolan par un versant qui n'est pas celui qui est habituellement escaladé. L'étape de Gorizia, une étape un petit peu pour puncher accidenté, avec les passages notamment Slovénie. Et pour finir, lundi prochain, avant la journée de repos, l'étape de Cortina d'Ampezzo, avec une arrivée en bas d'une descente. Voilà, j'ai présenté rapidement les 6 prochaines étapes, les étapes de cette deuxième semaine. Maintenant, messieurs, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur cette deuxième semaine du Giro? Déjà, à voir le général vraiment se décanter? Bah ouais. Oui. C'est. Ah oui, ça, J'ai envie de dire, même demain, ça va commencer. Enfin, si tous les espoirs des suiveurs sont exaucés, demain, ça se décante. après, demain, je regardais la météo, il y a de la pluie qui est annoncée sur la région, mais à partir de 19h, 20h, voire un peu plus tard dans la nuit. Donc a priori, ça tomberait pas sur les coureurs, il n'y aura pas trop de vent. On n'aura pas une étape de 225 bornes comme on avait eu en 2010. Elle en fait 60-70 de moins. Il y a un peu plus de Elle est plus secteurs. accessible. Mais Il y a un peu plus de secteurs. Il y a le tracé un peu bizarre, un peu à la Araté, où on va prendre. Enfin, quand on va monter sur Montalcino, après on va prendre le final de la Flamme Rouge, en gros, jusqu'à 3-4 km de l'arrivée en sens inverse pour après aller faire une boucle et aller récupérer d'autres montées. On devrait quand même avoir du beau spectacle sur ces routes-là, mais ça il y aura ne de va belles pas être un images. chantier comme en 2010. Bah, faut dire que 2010, tout était réuni pour que ce soit un chantier. Après également le Monte Zoncolan, donc qui sera samedi. Grosse arrivée au sommet, mais du coup pas le même versant que d'habitude. Est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose? Oui. Parce on a une montée qui sera plus roulante entre guillemets avant le petit replat au niveau du refuge pour une portion finale qui vraiment est ultra brutale. Donc on n'a pas de ce sera pas un effort en bourrin grimpeur où ils sont presque tous en train de faire un chrono scalata les uns à côté des autres pendant toute la montée. Il y aura une part de gestion qui aura à avoir de l'effort parce que ce versant là est plus irrégulier et il présente des pentes vraiment plus violentes quand on s'approche vers le sommet. Donc on retrouve la montée d'origine comment dire, Simoni s'y était imposé en 2003. On peut retrouver des images sur internet pour avoir une petite idée. Bon, après regarder des images de 2003 sur l'état des grimpeurs, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour la santé mentale de ceux qui regardent. Mais en tout cas, oui, je vois les 3 derniers kilomètres à 13%, après un long Il y a un passage il y a un passage à 27%, quoi. C'est l'intérieur des courbes, c'est pire que l'intérieur de la pire courbe du mur de vie. Ouais, bah, tu vois, ce versant-là, sur l'autre versant, j'aurais mis un Hugh Carty pas mal. Sur ce versant-là, du coup, pour moi, est-ce qu'il lui est un peu moins favorable? Et bah, c'est pareil, enfin, on n'a pas l'habitude, la montée est spécifique vraiment, et on peut avoir des surprises aussi. Bah, je pense, enfin, j'ai envie de dire, toutes les étapes de montagne maintenant vont être intéressantes, hein, parce que chaque fois, on se rapprochera un peu plus de l'arrivée, et comme dans tous les grands tours, plus on avance, plus les organismes sont fatigués, plus les coureurs qui veulent gagner tentent des choses. Donc tant que les écarts resteront faibles comme ça, on risque d'avoir du beau spectacle.
Brice, de ton côté, à quoi tu t'attends un peu sur cette deuxième semaine de manière globale? Bah, alors, déjà, le reste du Giro est assez excitant de par la situation actuelle du classement général, mais également par rapport à ce que le parcours propose, sans en faire des tonnes. N'oublions pas aussi que Ineos va peut-être également sortir son arme qui fonctionne, qui a très bien fonctionné par le passé, c'est-à-dire le rouleau compresseur. Donc voilà, peut-être sautons pas, on va peut-être éviter de se taper sur le ventre tout de suite en disant qu'on va avoir un spectacle sensationnel. On peut avoir des stratégies de course et de la tension, de la pression, de l'incertitude. Après, est-ce qu'on aura des grandes envolées, etc. Attendons de voir. Peut-être qu'il ne faut pas non plus se mouiller trop, mais voilà, le mélange très savoureux des fameuses routes blanches à travers les vignes, le Montezocolan, même si c'est un versant original. Tant mieux pour le vélo, tant mieux pour nous, ça nous fait découvrir autre chose. Ensuite, l'arrivée Cortina d'Ampezzo. Voilà, j'ai fait un petit effort sur l'accent, j'en ai même peut-être trop fait. Voilà, c'est On aurait tout dit des on aurait noms et dit Steve des... Chanel. C'est voilà, évidemment, quand on est suiveur, qu'on connaît un petit peu le vélo, ces endroits qui sont un petit peu mythiques, forcément ça interpelle, ça fait rêver, c'est assez haletant. Le classement général doit se décanter, donc on a tous les ingrédients pour faire un très beau grand premier tour un très grand premier grand tour de la saison. Donc allons-y gaiement, mais ne serait-ce que cette étape qui va traverser les chemins de terre, juste ça, c'est génial, quoi. Très bien. Et pour terminer, petite question à valeur de pronostic. D'ici la semaine prochaine, lors de la prochaine journée de repos, est-ce qu'on peut, selon vous, se retrouver avec les mêmes porteurs de maillot, c'est-à-dire Egan Bernal en rose et en blanc, Peter Sagan en cyclamen et Geoffrey Bouchard en bleu? Si on a un qui doit simple. Si on a un qui doit Vas-y, pardon, changer, Anselme. je dis que le maillot bleu aura changé peut-être, les trois autres, mais le rose et le blanc sont un peu liés vu l'âge des deux premiers au général. Les autres, trois je dis... premiers même. Oui, Non. mais le troisième, je le classe pas dans la même catégorie, on va dire. Mais pour moi, les deux premiers n'ont pas. Enfin, les deux. Qu'est-ce que je raconte ? Les trois maillots n'auront pas bougé et le bleu aura bougé. Voilà, je vais y arriver. Et justement, tiens, pour finir, parce que c'était une question que j'avais vue sur Twitter et que j'avais oubliée, puisque tu parles un petit peu d'Alexander Vlasov. Il est sous-estimé ou pas, Alexander Vlasov? Bah, Totalement. J'ai envie de dire que c'est comme Totalement, Chicone ou Evenepoel, attendons de voir. Bah, en fait, ce qui est assez fort, c'est que Vlasov est arrivé il y a 1 an ou 2 ans, un petit peu comme une bombe. On s'est dit, putain, c'est un jeune coureur d'Astana. Il est assez, il montre des très belles compétences pour potentiellement faire un coureur de grand tour. Il a joué un petit peu de malchance jusqu'à présent sur les grands tours. Là, il est 3e au général. On parle de Bernal, d'Evenepoel, on parle de Ciccone, de Valter, on a parlé de Hugh Carty, on a parlé de Romain Bardet, Nibali. Et finalement, Vlasov, il est là, il fait sa course, fait pas de vagues, parfaitement emmené par une équipe Astana expérimentée, Fabio Felline, Luis Leon Sanchez. Voilà, sous-côté. Alors, est-ce que c'est un potentiel vainqueur ou coureur sur le podium du Giro? On ne sait pas. Encore une fois, effectivement, il faut qu'il nous prouve ces choses-là parce qu'on l'a jamais vraiment vu dans cette situation au bout de 3 semaines. Mais Et non plus sur un grand il est tour, là, puisque bien placé. avec- Exactement. Voilà. Il avait pris le départ de la Vuelta et du Giro, il ne les a pas finis les deux l'année dernière. Il a Exactement. fini,
Vlasov a fini la Il a Vuelta. fini Ah, la la fin de la Vuelta. Vuelta. Il a c'est fini vrai. 11e, je crois. Il a pas fini Giro. le Giro. Ça, c'est vrai, par contre. Il avait Ah démarré bah, le Giro, il a quasiment pas commencé en même temps. et là, exactement, c'était ça ce qui était assez dommageable. Il était là, le piège. Voilà, exactement. Mais troisième en général, en embuscade, on n'en entend pas parler. La discrétion parfois est reine. Donc sous-côté, je ne sais pas à quel niveau il faudrait le coter, mais le fait de ne pas l'avoir évoqué pendant ce podcast, ouais, c'est peut-être un petit peu osé, effectivement. Et en tout cas, il avait sorti un. Quitte à évoquer Vlasov un petit peu, comment dire, on parlait du Zoncolan. Pour moi, c'est une étape qu'il peut gagner. Il peut la gagner, celle du Zoncolan. S'il est vraiment costaud dans un état d'esprit pour aller briller sur le Giro et que l'équipe Astana gère bien le truc, il peut aller gagner cette étape-là. Eh bien, on va. Je sais pas. Mais quitte à parler des coureurs qui font pas de bruit, parlons de Simon Yates qu'on avait parlé, qu'on avait placé en leader. Et je vais partir sur un petit prono. Je vous dis qu'il sera sur le podium à l'arrivée. À l'arrivée, Enregistré, bien sûr. dès à l'arrivée. dès la Au final. prochaine journée de repos. Non, je sais pas, mais au final, il sera sur le podium. Bon, eh bien, on suivra ça Ah. et on verra également un Quitte à petit faire peu, un prono sur Simon Yates, je pensais que tu allais pronostiquer le moment où il allait, je sais pas, se péter une clavicule. Non, moi je te dis, il sera sur le podium. Ah, il J'y vaudrait crois. mieux pour lui qu'il arrive sur le Ah oui, podium oui, et je sais. qu'il ne se casse rien. Ouais. Écoutons, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien pour le maximum de monde. Et donc, on va suivre Quitte à croiser les doigts cette pour un deuxième semaine maximum de course. monde, juste un mot, parce qu'on avait évoqué l'étape la semaine Vas-y. prochaine. L'étape du sprint de Vérone, ça sera un final radicalement différent des précédents sprints qu'on avait eus, puisqu'on a une ligne droite finale de quasiment 3,5 km. Est-ce que tu as regardé les îlots directionnels? Il y a un rond-point et il y a une ancienne porte qu'on contourne par on va dire, un enchaînement d'une grande courbe sur la gauche et sur la droite. Le cumul des deux courbes fait environ 150-200 mètres. J'ai pas fait spécialement attention aux îlots directionnels, mais ça a l'air suffisamment large pour pouvoir être tranquille en tout cas. C'est typiquement le genre d'étape où Arnaud Démare aurait été là, amené par son train, il aurait tout éclaté. Et aussi, Si ça avait été tracé sur l'année dernière. et aussi suffisamment rectiligne pour être souligné, puisque le Giro nous a proposé des fins d'étape au sprint assez atypiques, sinueux, un petit peu particuliers. Dangereuse. Dangereux, on peut Effectif, le c'est dire. dangereux. On peut le dire, comme on a vu sur lundi, justement, avec la victoire de Peter Sagan, avec une courbe qui se termine à 150 mètres de l'arrivée. 100 Ça- mètres ça même, me- limite. Quand j'ai vu la courbe à l'arrivée, ça m'a rappelé la courbe de l'étape de Meaux sur le Tour de France 2003, qui était la première étape en ligne, où il y a la moitié du peloton qui se retrouve à terre. Ouais, je vois ta tête, t'es trop jeune, tu t'en souviens pas. Mais- Bon, et bien du coup, on verra ça, on suivra ça, on regardera donc aussi un petit peu vos pronos, vos pronostics. On avait dit un petit peu donc Alexander Vlasov au Monte Zoncolan, on a du Romain Bardet à Cortina d'Ampezzo, on avait Peter Sagan à Goridzia entre les deux également, pourquoi pas. Et puis donc on verra si Egan Bernal reste avec le maillot rose, si Simon Yates peut remonter, finir sur le podium peut-être, on verra ça Anselme. En tout cas donc, on arrive tranquillement mais sûrement à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Anselme, Brice et Geoffrey d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Mathieu. Ah, merci, ouais, toujours un plaisir. Merci, et on espère être meilleur en pronostic que la semaine dernière. Et surtout en live, Alors on verra, mais On espère. on espère. dans les deux cas, je pense que ça sera pas très compliqué, cela dit. Donc du coup, pour Chasse Patate, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, la journée de repos. Ça ne change pas, puisque le Giro a décidé de faire les journées de repos les mardis cette année. C'est un choix. En attendant,
eh bien, on vous fait suivre toujours, tous les jours, toutes les étapes sur notre compte Twitter, @legroupeeto. N'hésitez pas, venez nous suivre. Si vous ne pouvez pas voir les étapes, on vous les fera suivre avec les live tweets très complets, comme toujours. Et en attendant, donc, pour le podcast d'ici mardi prochain, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.